Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture officielle ce mercredi au CNT des travaux de l'examen pour l'adoption de la loi des finances 2014. Le budget s'élève à plus de 13 000 milliards de francs guinéens. Le Premier ministre chef du gouvernement était à Caille en République du Mali. Mohamed Saïd Fofana a pris part à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Félou. Notre page rétrospective 2013 est consacrée ce soir aux télécommunications. Mohamed Sankon, grand reporter, sera l'invité de ce journal pour parler des acquis et des faiblesses de ce département. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Altesse, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'opportunité d'adresser à votre Altesse les vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquelles je joins les miennes propres. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler ma ferme détermination de contribuer avec vous au raffermissement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre l'État du Qatar et la République de Guinée. Veuillez agréer, Altesse, les vœux ardents de vigoureuse santé que je formule pour vous-même ainsi que ceux de paix, de bonheur et de prospérité pour le peuple qatari. Haute considération, professeur Alpha Condé. Message départ à Sa Majesté Ahmad Ben Issa El Khalifa, roi de Bahreïn. Majesté, à l'heureuse occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, vous me permettrez de vous adresser les vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquels je joins les miennes propres. C'est également le moment pour moi de vous réitérer mes chaleureuses salutations et les meilleurs vœux de pleine réussite dans l'exercice de votre haute fonction. Je voudrais enfin vous dire toute l'importance que j'attache à la consolidation et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, tous deux membres de la Oumma islamique. Je vous prie d'accepter, Majesté, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Message départ à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Excellence Monsieur le Président et chers frères, au moment où le peuple nigérien s'apprête à commémorer sa fête nationale, j'éprouve un grand plaisir de vous adresser au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement et en mon nom propre nos vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer ma détermination à continuer d'œuvrer à vos côtés à l'élargissement et au raffermissement des liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération unissant nos deux peuples. Veuillez accepter, Excellence Monsieur le Président, les meilleurs vœux de santé et de longévité que je formule pour vous personnellement, ainsi que ceux de stabilité, de progrès et de prospérité pour le vaillant peuple nigérien. Haute considération, professeur Alpha Condé. Le Conseil national de la transition s'est effectivement réuni en session extraordinaire ce mercredi. L'ordre du jour a porté sur l'examen et l'adoption du projet de loi des finances 2014. Un budget de plus de 13 000 milliards de francs guinéens a été présenté par le gouvernement. La synthèse des travaux avec François Lama. Le projet de budget 2014 soumis au CNT, Conseil national de la transition pour examen et adoption, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 13 263,44 milliards de francs guinéens contre plus de 11 136 milliards de francs guinéens en 2013. Pour justifier l'examen par le CNT de la loi de finances initiale 2014, le ministre d'État de l'économie et des finances a évoqué des problèmes de calendrier, des chocs subis par le gouvernement guinéen dans le développement du secteur minier, mais aussi des troubles politiques et de la faible capacité d'absorption de l'économie guinéenne en 2013. Dans ce calendrier, il y a d'abord le dépôt du projet de loi de finances, et plus tard le 15 octobre. Ensuite, le vote du projet de loi, et plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Cette loi organique prévoit que les engagements au niveau des dépenses doivent être arrêtés au plus tard le 30 novembre de l'année en cours. S'il y a des instances, ces instances doivent être liquidées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. C'est dire, Madame la Présidente, que nous sommes confrontés à ce problème de calendrier qui a contraint le gouvernement à, une fois de plus, faire appel à votre auguste Assemblée pour l'examen de ce projet de budget.
il ne s'agit nullement pour le gouvernement de s'exempter du contrôle de la nouvelle Assemblée qui vient d'être élue. Je crois savoir que des consultations ont eu lieu et ces consultations tendaient précisément à donner toutes les assurances que dans le courant de l'année, il sera loisible au nouveau Parlement, si il le souhaite, de pouvoir faire réexaminer le budget et, le cas échéant, faire voter une loi de finances rectificative, comme la Constitution le prévoit. Le ministre délégué au budget a apporté de son côté les réflexions sur l'évolution récente de la situation économique mondiale, africaine, mais aussi les grandes réformes en cours, ainsi que les mesures de politique économique et financière pour justifier la politique budgétaire de 2014. La réalisation des objectifs du gouvernement nécessite la mise en œuvre d'une politique budgétaire rigoureuse, reposant sur des mesures de recettes, de dépenses et de réformes structurelles. Ces mesures de réforme porteront entre autres sur la révision du Code général des impôts, l'opérationnalisation du service des petites et moyennes entreprises pour un élargissement de l'assiette de la TVA, l'interconnexion informatique entre les deux administrations fiscales et avec les autres administrations, notamment les marchés publics, le Trésor, la Banque centrale, pour accélérer les services aux usagers, paiement des impôts et dédouanement des marchandises, et limiter la fraude par l'utilisation de documents administratifs sécurisés. Le gouverneur de la BCRG a aussi indiqué que des réformes engagées en 2013 seront poursuivies dans plusieurs domaines en 2014. Dans son discours d'ouverture des travaux, la présidente du CNT a interpellé les membres de l'institution sur la pertinence dans les débats. Au cours de nos travaux, nous devrons avoir en permanence à l'esprit les exigences ci-après. La recherche d'une allocation optimale des ressources financières existantes. La redistribution équitable des richesses économiques entre les régions, les préfectures et autres collectivités secondaires. Au cours des débats avec les représentants du gouvernement, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur la pression fiscale, sur la structure du prix des carburants subventionnés par l'État, sur les régimes fiscaux accordés à certaines entreprises et sociétés. Les travaux se poursuivront en commission, en intercommission et en plénière. Vers la mise en place de l'Assemblée nationale, un guide de la femme députée est disponible. Il devrait aider ces femmes élues dans la gestion des affaires de l'hémicycle tout en améliorant leurs compétences. La volonté participe du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques sur financement de l'USAID. Compte rendu, Mahmoud Bari. Le guide du député est un outil de 35 pages. Il traite des questions de fonctionnement et de la procédure législative avec à la clé les statuts et autres conseils pour les élus du peuple. C'est une initiative du cadre de concertation des filles femmes des partis politiques de Guinée qui a bénéficié de l'appui financier de l'USAID. L'élaboration de ce document vient corriger d'énormes lacunes liées à la méconnaissance du rôle et le mandat des députés. Pour chez nous, on ne maîtrise pas réellement quelle est la mission d'un député ou d'une députée à l'Assemblée nationale. Si vous regardez un peu lors des campagnes, on a souvent entendu des candidats dire « votez pour moi, je vais faire des routes, je vais construire des ponts », ainsi de suite. C'est parce que le député, le candidat ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il attend. Tous les députés ont le même rôle pratiquement, mais on a voulu mettre un cachet particulier pour la femme députée. Si vous allez parcourir le document, le guide, vous allez voir qu'il y a des conseils, 17 conseils qui sont donnés à la femme députée. L'élaboration de ce guide qui sera remis à l'ensemble des élus participe au renforcement des capacités de ces représentants du peuple, mais les implique davantage dans la prise de décision. Les braves femmes députées que vous êtes n'auront aucun complexe d'infériorité pour proposer, défendre
et faire voter à l'unanimité des lois concernant la promotion, la protection, le bien-être et le bonheur des femmes de Guinée, des enfants et des autres personnes qui sont à la charge des femmes, comme les personnes âgées et les personnes handicapées. Ce qui gagne les élections, ce qui gouverne, ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité de la gouvernance en Guinée et la volonté démocratique exprimée par le peuple guinéen pendant le processus démocratique. Ça, c'est le plus important pour moi. Les femmes élues et les partenaires ont approuvé le contenu de ce guide qui permettra aux nouvelles députées de participer pleinement à la gestion de la Guinée. Activité de la primature, Mohamed Said Fofana était en République du Mali hier. Il a pris part à cet événement, l'inauguration du barrage hydroélectrique de Fellou. C'est un projet financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement à hauteur de 125 millions d'euros. Le projet a permis la construction d'une centrale de 63 MW. Adi Kamara est notre envoyé spécial. C'est après 2 heures de vol que le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli à l'aéroport de Kayes par les autorités de la localité. Mohamed Said Fofana était venu représenter le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à la cérémonie d'inauguration du barrage hydroélectrique de Fellou. C'est un projet qui a consisté à l'aménagement de ce site dont les travaux ont démarré en 2009, financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement à hauteur de 125 millions d'euros. Nos pays accusent encore d'importants déficits énergétiques en énergie électrique, ce qui sape encore nos efforts de développement économique et la promotion du bien-être de la plupart de la population. Mais, et je dis mais, fort heureusement, nous disposons d'énormes potentialités pour y faire face. Jugez-en, avec l'arrivée de la Guinée, le potentiel hydroélectrique du bassin est maintenant estimé à près de 1000 MW, dont seulement un quart est exploité. Nous avons besoin de 60 MW à Fellou, 200 qui existent, et nous posons 140 MW. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble grâce au soutien de nos États. Le but de cet aménagement est d'exploiter de manière optimale la capacité de production d'énergie électrique du site en mettant à profit la régularisation du débit du fleuve obtenu par le barrage de Manantali. Cette journée est donc le symbole de la réussite de notre outil commun, le MBS, un modèle d'intégration régionale en Afrique et qui chaque jour contribue à renforcer les liens séculaires d'amitié et de fraternité entre nos peuples. Nous continuerons à bâtir ensemble des ouvrages aussi importants dans le haut et le moyen bassin du fleuve, Kukutamba, Boureya, Kourbassi et bien d'autres. Notre espace OMVS recèle également d'autres ressources énergétiques importantes. Dans ce cadre, l'exécution en cours du projet de production d'électricité à partir du gaz mauritanien permettra de mettre à disposition de l'OMVS, de l'espace OMVS, dès l'année prochaine, d'importantes capacités de production d'électricité et même de contribuer significativement à la résorption du déficit énergétique de la sous-région. Ici, l'énergie est transportée sur quelques 4 km par raccordement au poste de Kayes sur le réseau 225 kV et la centrale est équipée de 3 groupes de type bulbe. Les chutes du fleuve Fellou sont situées à environ 250 km à l'aval du barrage, réservoir de Manantali. Ainsi, le site est caractérisé par une dénivelée naturelle d'environ 15 mètres et un rétrécissement substantiel de la vallée. On dit que la Guinée, c'est plus de 10 millions d'habitants. On ne connaît pas les chiffres précis, mais ce sera le cas bientôt. Un recensement général de la population et de l'habitat est prévu au mois de février 2014. Les partenaires financiers et le gouvernement ont fait le point sur les préparatifs. Les bailleurs de fonds annoncent une contribution de 40% sur le budget prévisionnel, soit à 3 millions de dollars américains. Explication, Kianos Mandialo. À quelques semaines du début du 3e recensement général de la population et de l'habitation, les partenaires au développement réitèrent leur engagement à soutenir le gouvernement pour la réussite de ce projet. 8 millions de dollars vont être investis pour déterminer l'effectif réel de la population. Un peu plus de 8000 agents recenseurs vont être également recrutés. L'Union européenne a mis à la disposition des autorités à travers le FNUAP, donc le Fonds des Nations Unies pour la population, 3 millions
de dollars approximativement, donc plus ou moins 40% du budget de recensement général de la population. Et nous allons évidemment continuer à suivre ce processus jusqu'au bout. C'est l'opportunité donc pour la Guinée, maintenant que la stabilisation a été mise en place, donc d'avoir des données fiables, actualisées, et qui lui permettent donc de prendre les décisions en matière donc de développement. Le troisième recensement général de la population et de l'habitation va permettre également de recueillir les données sur les caractéristiques socio-économiques de la population. Toutes les catégories sociales vont être recensées. L'opération, qui va durer 3 semaines, s'étendra du 1er au 21 février prochain. La formation des recensements a commencé. Alors l'encadrement au niveau régional, au niveau national. Le corps national a été formé ces jours-ci. Tout ce reste du mois de décembre sera consacré à la formation de l'encadrement technique au niveau communal, au niveau préfecture, au niveau sous-préfecture. Tous les chefs d'équipe, et tout cela sera formé. Lorsque le recensement sera achevé le 21 février 2014, il faudra attendre mars 2015 pour connaître les résultats. La période intermédiaire sera consacrée au traitement et à l'analyse des données. Le premier recensement général de la population en 1983 avait révélé un effectif de 4 660 000. Suite au second en 1996, l'effectif était de 7 156 000. Le rapport sur la sécurité alimentaire en Guinée est validé, mené conjointement par l'Agence nationale des statistiques agricoles et le Programme alimentaire mondial. L'enquête vise à améliorer les interventions du gouvernement dans le secteur agricole. Le point avec Fodé Camara. Le verdict de l'enquête nationale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité est clair. En Guinée, un ménage sur 3 est touché par l'insécurité alimentaire, soit près de 3 500 000 personnes qui ont du mal à trouver de quoi mettre sous la dent, en tenant compte des critères de qualité et de quantité. En fait, que 30% de la population en Guinée est en insécurité alimentaire et nous avons constaté une légère amélioration de la situation depuis 2009, surtout en ce qui concerne l'insécurité alimentaire sévère. Cette enquête, soutenue par le Programme alimentaire mondial, dresse une cartographie exhaustive de la prévalence de l'insécurité alimentaire par préfecture. En pleine période de soudure, en 30 jours de collecte d'informations en 2012, plus de 4 000 ménages ruraux et urbains ont été interrogés. Les résultats de ce rapport permettront au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers de la Guinée de prendre des mesures idoines et des propositions de solutions concrètes pour avoir un cadre stratégique pour accompagner le programme de sécurité alimentaire du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Selon le résultat de ce rapport, l'insécurité alimentaire en Guinée n'est pas liée à la disponibilité, mais à la mauvaise gestion des stocks alimentaires et aux problèmes d'accès au marché. Plus de 57% des villages enquêtés sont enclavés. C'est pourquoi la principale requête de cette enquête est liée au désenclavement et au renforcement des segments de la transformation et de la conservation de produits alimentaires. Coopération guinéo-japonaise dans le secteur de la pêche. Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement japonais est à Conakry. Il a échangé avec les autorités guinéennes sur des projets que Tokyo pourrait financer dans notre pays. Reportage Alia Kamara. Guinée constitue la première étape de cette tournée africaine. Ce choix s'explique par la nature de la coopération avec le Japon. Conakry et Tokyo entretiennent depuis les années 80 de très bonnes relations dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la pêche. La participation réussie de la Guinée à la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, est l'autre facette de ce choix. Le diplomate japonais insiste néanmoins sur une exploitation rationnelle des ressources halieutiques guinéennes en se basant sur des données scientifiques. Le Japon et la Guinée ont continué de faire une coopération étroite en matière de pêche. Alors ce matin, monsieur le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a fait un résumé de toutes ces réalisations dans le cadre de la coopération nippo-guinéenne. Cette coopération guinéo-nippone a déjà des acquis, notamment l'aménagement en 2 phases du port de pêche artisanal de Boulbinet ou encore la réhabilitation du bâtiment abritant le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Les autorités de ce département estiment que d'autres pistes de coopération peuvent être exploitées. Les Japonais ont accepté de faire des études de faisabilité pour l'aménagement du port de Taporo
Et ensuite, ils vont nous envoyer un expert aussi, un expert qui sera à côté du ministère de la Pêche pour nous aider à réaliser certains projets. Le diplomate japonais promet d'appuyer les demandes de la Guinée auprès de son pays. Déjà, il rassure de l'équipement très prochain du port artisanal de Boulbéné avec pour objectif d'améliorer ses rendements. Des problèmes au sein du Conseil national de l'Association des communes de Guinée. Des problèmes battus en brèche lors de la session extraordinaire de cette institution tenue au Palais du Peuple à Conakry. On parle entre autres d'indépendance financière et de diversification des activités. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Pour promouvoir le développement local et améliorer la qualité des services rendus aux populations à la base, les élus locaux ont mis en place l'Association nationale des communes de Guinée. Cette structure permanente de concertation permet de renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités locales. C'est dans cette optique que le bureau exécutif et les membres de l'association se réunissent au compte de cette session du Conseil national pour discuter des problèmes qui assaillent les autorités communales. La loi consacre l'autonomie des collectivités. Mais il y a aujourd'hui par endroit encore des fonctionnaires qui empêchent la mise en place de la décentralisation, qui empêchent le fonctionnement correct des instances d'une commune. Pas normal qu'il y ait des retenues sur la subvention d'une commune. Des choses comme ça, nous allons les porter à la connaissance de monsieur le ministre de l'Administration du territoire. Pendant 2 jours de rencontre, les élus locaux vont harmoniser leurs idées autour des décisions aptes à garantir l'autonomie des collectivités décentralisées. Examen du document de politique nationale sur le projet d'appui au développement social durable à Mandiana. Une rencontre pour faire le point sur ce dossier, mais aussi pour renforcer les capacités des élus locaux. Le projet prend également en compte l'équipement en outils informatiques du lycée et la construction d'une chambre froide dans la localité. Reportage Tierno Younoussaba. À l'image de certaines préfectures du pays, Mandiana est ciblée par le projet d'appui au développement social durable PDSD. La formation des élus et cadres au niveau déconcentré en bonne gouvernance est au centre des préoccupations. Pendant 8 jours, les participants améliorent leurs capacités en planification locale, mobilisation des ressources et en montage des micro-projets communautaires. Pour ce qui est du PDSD, la bonne gouvernance, la décentralisation va avec un accompagnement. L'accompagnement, c'est la création aussi des conditions minimales pour la population. Il s'agit pour ces élus, représentants de l'administration, membres de la société civile de Mandiana, de faire la décentralisation en vue d'une bonne gestion et financière pour soutenir leur collectivité. Les amateurs que nous allons écouter soient persuadés que nous les écouterons avec intérêt. Avec beaucoup d'intérêt, puisque nous connaissons déjà, à partir de la première phase du PDSD, quelle est l'importance de ces formations. À Mandiana, le PDSD soutient aussi la scolarisation des jeunes élèves en procédant à la remise des outils informatiques au lycée. La construction d'une chambre froide pour la conservation des produits halieutiques est attendue. Après plusieurs années d'absence, l'Institut de recherche pour le développement relance ses activités en Guinée. L'IRD appuie les efforts du gouvernement dans les secteurs prioritaires de développement. Une cérémonie marquant le retour de cette institution française s'est déroulée au ministère de la Coopération internationale. Reportage Francis Collier. La Guinée, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement IRD. Cet institut français de recherche a déjà affecté à Conakry une équipe de chercheurs en hydrologie et en biologie. Il faut bien sûr avoir un instrument polyvalent. Un instrument polyvalent au service de la recherche, un instrument polyvalent au service du développement. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux de compter avec nous aujourd'hui l'arrivée définitive, l'installation d'une belle équipe de l'IRD. Cette opportunité de collaboration entre les chercheurs de l'IRD et les instituts de recherche guinéens cadre bien avec la vision du président de la République, celle de faire de la Guinée un pays émergent. La relance des activités de l'IRD en Guinée, ce qui nous permettra à coup sûr de développer rapidement
des partenariats entre cet institut et plusieurs institutions de recherche tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais sous la tutelle aussi, dans le cadre de recherche sectorielle, d'autres départements ministériels avec lesquels nous devons renforcer la coopération, renforcer le partenariat pour pouvoir mettre en œuvre des programmes conjoints, des programmes partagés. Ces chercheurs de l'IRD vont travailler avec leurs homologues guinéens. Pour cela, un atelier est prévu en début 2014 pour définir la stratégie de cette collaboration en matière de recherche en Guinée. Célébration en différé de la Journée mondiale de la santé mentale. C'est le centre de cancérologie de l'hôpital Donka qui a abrité les festivités. Elle a permis de sensibiliser le public et les décideurs sur les questions liées à la santé mentale afin de susciter une mobilisation en faveur de la prise en charge des malades. Sori de Kira. Le service de psychiatrie de l'hôpital national Donka est l'unique centre de prise en charge des maladies mentales et de la toxicomanie en République de Guinée. En dépit des conditions précaires de soins que connaît le centre, le personnel médical se déploie au quotidien pour assurer aux malades un traitement adéquat. Notre structure ne répond plus aux normes internationales de prise en charge et puis nous n'avons pas de médicaments. Et les parents, à cause des considérations culturelles, vont d'abord chez les tradipraticiens, chez les marabouts, un peu partout, où ils ont l'espoir de guérison. C'est en fin de compte quand ils voient que la solution n'est pas trouvée qu'on vient à l'hôpital. Et il se trouve que les parents sont démunis maintenant. Avec les médecins guinéens de la psychiatrie, nous aidons beaucoup la population guinéenne. Grâce à eux, nous sommes là. Réellement, il y a des bons médecins qui nous soutiennent très bien. La célébration en différé de la Journée mondiale de la santé mentale est mise à profit pour interpeller les décideurs sur l'ampleur des pathologies dépressives. L'OMS estime à 350 millions le nombre de personnes affectées par an et à 1 million le nombre de décès suicidaires dus à la dépression. Pire, 30% des personnes consultées dans une structure sanitaire souffrent d'un état dépressif. C'est le lieu de réaffirmer au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'engagement du département à observer de plus en plus d'attention aux questions de santé en général et la santé mentale en particulier pour le bien-être des populations. Outre l'inadéquation des structures de prise en charge de la dépression et le déficit de formation du personnel soignant, on note également le rejet des malades par la société. C'est pourquoi ce plat de solidarité leur est offert à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la santé mentale. Action humanitaire, le mouvement Rasta de Guinée fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine, un geste de solidarité dont le but est de donner une autre image du rastafarisme dans la société. C'est un reportage de Mikine Moussa Kamara, Seydou Diallo. Ce don de sang vise à apporter l'aide aux couches défavorisées. Il est initié par le mouvement Rasta de Guinée, qui est un collectif d'une centaine de membres. Créé il y a 21 ans, l'ONG Mourag a pour mission de fédérer les jeunes Rasta dans un mouvement plus responsable. Mourag, c'est une association des jeunes Rasta en Guinée. Tous ceux qui portent des dreadlocks dans son pays ne sont pas des bandits. Ce geste d'intérêt public prouve qu'ils sont avec vous, ils sont dans la société. Le rastafarisme est une doctrine qui lutte contre toute forme de ségrégation raciale, religieuse, politique ou d'opinion. Il prêche la paix, l'amour, l'unité et surtout les œuvres de charité. Le rastafarisme, c'est pas seulement rester derrière le micro, chanter, ou bien les gens pensent que le rasta c'est pour fumer ou bien faire des trucs, c'est pas ça. C'est un acte humanitaire, sans donner vie sauvée. Mouvement Rasta de Guinée. Cette œuvre humanitaire du mouvement Rasta de Guinée est une preuve qui signifie que les adeptes du mouvement raisonnent bien et ont une vision plus claire et plus précise de l'évolution de la société. À présent, notre page rétrospective des faits marquants de 2013. Après les dossiers sur la justice et la sécurité, nous vous proposons ce soir les télécommunications. Le secteur a connu l'atterrissement du câble sous-marin pour le haut débit du net, mais la Sotelgui peine à se relever. C'est un commentaire de Mohamed Sanko.
L'atterrissement de la fibre optique a suscité beaucoup d'espoir. Tout d'abord, pour les internautes, la connexion Internet à haut débit et à moindre coût devient possible. Ensuite, pour le reste de la population, la fracture numérique se réduit à Conakry et à l'arrière-pays. La capacité installée est de 40 gigabits par seconde, une puissance suffisante pour bouleverser positivement la prestation des fournisseurs d'accès Internet. L'entretien et la gestion de la fibre optique sont accordés dans des conditions confuses à une nouvelle structure, la GILAP, la Guinéenne de la large bande. Actuellement, le câble est opérationnel et certaines sociétés de la place tirent leur ligne d'abonnement. Mais depuis son lancement en fin mars 2013, les internautes ne perçoivent pas trop les avantages de la révolution technologique opérée par la Guinée avec un appui financier de la Banque mondiale. La réalisation du projet de fibre optique a nécessité un décaissement de 34 millions de dollars. Hormis les 3G+, souvent faibles en puissance proposés par certains opérateurs de téléphonie, la connexion web continue d'être un luxe. Le pire cette année a été de voir la Société publique des télécommunications Sotelgui en charge de la commercialisation de l'accès à la fibre optique contournée au profit d'autres structures dans des conditions opaques. À Conakry, l'on assiste à l'ouverture des tranchées pour le passage des câbles de connexion. À chaque opérateur de placer sa propre ligne. Les services de l'administration publique sont ainsi ignorés par la desserte d'un service pour lequel l'État a mobilisé plus de 30 millions de dollars. Quant à l'intérieur du pays, l'État envisage de déployer la fibre optique sur 4000 km en 2 ans. La seule véritable avancée sur ce chantier se limite à l'attribution du marché. Pour la société des télécommunications guinéennes Sotelgui, par contre, l'espoir naît. Les multiples démarches menées par les travailleurs et par les autorités ont abouti à la signature d'un accord de prêt concessionnel de 50 millions de dollars avec une banque chinoise. La relance de la Sotelgui est ainsi assurée avec un tel montant qui lui permet de remettre à niveau ses infrastructures tout en répondant à l'exigence sociale. Après la faillite, les 1500 travailleurs échappent donc à un plan de licenciement massif grâce au redressement judiciaire pour lequel opte le gouvernement. 2014 sera donc déterminante pour le secteur des télécommunications. Les paris de l'Internet à haut débit partout et la reprise de la Sotelgui sont à gagner à tout prix. Et puis, je reçois sur ce plateau Mohamed Sanko, il est grand reporter à la rédaction du journal télévisé. Bonsoir Mohamed Sanko. Bonsoir Adèle. Nous venons de suivre ton reportage. Mohamed Sanko, à quel niveau se trouve le dispatching de la fibre optique en Guinée? Adèle, vous savez, à l'annonce de l'arrivée de la fibre optique en Guinée, les Guinéens, notamment les internautes, étaient très contents d'avoir finalement le haut débit du net. Et malheureusement, depuis que la fibre optique a atterri à Conakry, c'était en mars 2013, on s'attendait à ce que l'Internet soit reçu dans tous les services à haut débit et à moindre coût. Surtout les services publics, puisque nous savons que ce projet a été conjointement financé par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale a mis près de 35 millions de dollars pour que la fibre optique atterrisse en Guinée. Cet atterrissement a été bien accueilli, mais malheureusement, c'est la Sotelgui qui devait gérer cette fibre optique en matière de commercialisation. Et comme la Sotelgui est en faillite? Bon, la Sotelgui est en faillite. On a vu une Sotelgui, on ne sait d'où elle sortait, la GILAP, la Guinéenne de la large bande, qui actuellement commercialise la fibre optique de manière un peu confuse. Parce que au lieu que la commercialisation de cette fibre optique soit confiée à la Sotelgui étant morte, c'est maintenant toutes les sociétés qui viennent s'abonner séparément. C'est pourquoi vous voyez à travers la ville de Conakry l'ouverture des tranchées, chaque opérateur de téléphonie cherchant à mettre son câble pour arriver à ses abonnés. Et le hic dans ce projet, c'est que le gouvernement guinéen a contribué. Et pourquoi l'administration publique, aucun service de l'État ne bénéficie de la fibre optique? Parce que c'est la GILAP qui gère, ce n'est pas la Sotelgui. Donc il faut payer à la GILAP pour être entrer en possession de cette fibre optique. Parce qu'il y a plus de 400 gigabits par seconde. Donc les gens viennent pour acheter une certaine quantité
une certaine capacité qu'ils vendent à leurs abonnés. L'État n'a rien payé en attendant pour le moment, donc l'État n'a pas accès, même si... C'est un paradoxe puisque l'État a financé le projet. Oui, conjointement à hauteur de 30 millions de dollars pour le dispatching. Mais il y a le projet e-santé, e-éducation. E-gouvernement est en gestation. Peut-être dans les jours à venir, le projet e-gouvernement tiendra compte de certains services de l'administration pour que, enfin, la RTG ait le net et à haut débit. Pourquoi Mohamed Sankon, la Sotelgui a encore du mal à se relever? Bon, la Sotelgui, c'est difficile. Peut-être la mauvaise gestion, mais les démarches ayant été menées par les autorités guinéennes et par la société même, les 1500 travailleurs représentés par le syndicat, des résultats pointent à l'horizon. Il s'agit notamment d'une convention qui a été signée avec une banque chinoise à hauteur de 50 millions de dollars pour relancer la Sotelgui. Bon, il s'agit aussi, il y a un plan social aussi qui est inclus dans cette convention, mais je crois que 2014 sera salutaire pour la Sotelgui parce que... Et quelles sont les perspectives pour le département en 2014? Bon, les perspectives, c'est que la fibre optique doit être dans tous les services de l'administration et à haut débit. Deuxièmement, cette fibre doit faire une distance de près de 4000 km pour ravitailler toutes les préfectures du pays. Environ 4200 km. 4200 km. Le financement serait acquis, je me reconditionne, le financement serait acquis et il faudrait 2 ans pour arriver à couvrir toutes les préfectures du pays afin que le Guinéen ait accès à l'Internet et à haut débit. Merci Mohamed Sankon pour ces précisions. Merci Adèle. Nous restons dans le domaine des télécommunications avec ce public reportage de MTN Guinée qui a procédé à la remise des cadeaux à certains de ses abonnés. Abdulaziz Baldé reportage. 42 millions de francs de crédit et de supermotos toutes neuves, marque TVS, Apache 180, ont été remis ce vendredi aux différents gagnants du dernier tirage MTN Guinée. Je félicite la société MTN Ariba en tant que qui me donne l'opportunité de gagner une moto de 10 millions que je ne rêve jamais acheter. Je viens de gagner un crédit d'1 million par la société Ariba MTN. Je suis comblé de joie. Je recharge mon compte chaque jour et je continuerai à recharger mon compte pour que Ariba MTN m'amène à la Mecque. Pour clore, donc pour boucler la boucle, c'est 5 Nissan Qashqai que MTN propose, n'est-ce pas, à tous ses abonnés qui vont recharger au moins 10 000 francs, par semaine. Et puis bon, eh bien il y a ces voitures de rêve là qui vont repartir avec ces abonnés qui auront été courageux pour consommer. Depuis le lancement de sa nouvelle promo, dénommée Entre dans le monde yellow, ce réseau de téléphonie mobile MTN est à peu d'œuvre pour soulager ses clients. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain avec le même plaisir de vous servir. Bonsoir chez vous.